Atypique. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc en 5e semestre en anesthésie au Carré. Et donc on va faire un cas clinique autour du syndrome atypique. Donc Madame B, c'est une patiente de 23 ans, unigeste, qui n'a pas d'antécédent personnel familial particulier, alors d'une par carence martiale supplémentée pendant sa grossesse. Elle consulte aux urgences à 37 semaines d'aménorrhée pour 5 jours pour un travail spontané avec rupture de membrane. Le monitorage ne trouve pas d'anomalie du rythme cardio-fœtal et au niveau de ses constats, on note une hypertension artérielle modérée avec une pression artérielle systolique à 148 mm de mercure, une diastole à 100 mm de mercure, un blanc moderne et elle a 100% de saturation en aérobie. La bordure urinaire montre une protéinurie significative à 0,43 g par litre. Au niveau de l'examen clinique, on a des œdèmes des membres inférieurs latéraux, on n'a pas de signe fonctionnel d'hypertension artérielle et notamment pas de céphalée, pas de réflexe cystocardineux vif et l'abdomen est indolore. Donc, le bilan biologique réalisé à son entrée le 25 octobre montre une bicytopénie avec une anémie hémolytique à régime relatif normocytaire, donc à 7,8 et une thrombopénie à 74 000. On note que le bilan d'hémostase est non perturbé, il n'y a pas d'insuffisance rénale et le bilan hépatique montre une cytolyse hépatique légère qui prédomine sur les azates à 2N avec une bilirubine totale qui est non augmentée. On note donc une hémolyse avec un taux de LDH qui est élevé et une aptoglobine effondrée. Et le frottis sanguin, il retrouve des polynucléaires hypersegmentés avec et l'absence de schizocytes. Donc au final, devant cette biologie, il est décidé de réaliser une nouvelle NFS pour contrôler les plaquettes et voir si la thrombopénie ne se majeure pas, pour voir si la patiente va pouvoir bénéficier d'une ALRP périmédulaire et d'une pause de péridurale. Mais devant un travail rapide, elle va accoucher spontanément par voie basse 2 heures plus tard. Il n'y a pas de complications immédiates. Le nouveau-né fait 3,1 kg, il a un score d'ACPAR à 10 et il est norme au pH 100 mg. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Là, il faut donner des réponses. En fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Au moins, le stade va servir. C'est déjà une chose. Mais vous n'avez pas d'idée là-dessus? Si. Alors, tu peux remettre les bilans juste? Ouais. C'est le bilan biologique Smile. Ouais. il n'y avait pas de protéine. Ah pardon, la protéinurie était significative. Plein de maux de tête. Préclampsie avec possibilité d'hématome rétrocapsulaire du foie. Ok. Quelque chose? Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Une carence en vitamine B12. Du coup, il y a une anémie hémolytique sans schizocyte, c'est ça? Sans schizocyte. Du coup, les hypothèses diagnostiques devant une patiente donc, enceinte avec un tableau de bistopénie et une hémolyse. Donc il faut penser au L syndrome, associé ou non à une prééclampsie, aux MAT non placentaires tels que le purpura thrombotique, thrombocytopénique et le syndrome hémolytique et urémique, au déficit en vitamines et à la leucémie. Donc, pour faire un rappel sur le L syndrome, c'est quelque chose qui touche 0,2 à 0,6% des femmes enceintes. Ça survient dans 20% des cas chez les patientes prééclamptiques et dans 50% des cas des patientes qui se confient à éclampsie. Et dans 15% des cas, ça survient de manière isolée, donc sans prééclampsie. C'est une pathologie plutôt de la fin de la grossesse qui survient dans 20% des cas au 3e trimestre et dans 30% des cas en postpartum. Et c'est un taux de récidive plus élevé lorsque les patientes ont déjà présenté un tableau de L à la grossesse précédente. Au niveau de la clinique, le signe clinique le plus caractéristique, c'est donc la douleur épigastrique en barre ou en hypocondre droit qui irradie dans le dos, due à une nécrose périportale. Les autres signes sont peu spécifiques, donc on note les signes spécifiques de prééclampsie. Il peut y avoir des céphalées, il peut y avoir une prise de poids rapide avec un tableau d'Anazar. Et dans 10 à 15% des cas, on n'a pas d'hypertension artérielle et on n'a pas de protéinurie.
La triade biologique qui permet de faire le diagnostic le plus fréquemment, donc c'est la triade définie par CIBEI. Donc c'est l'association d'une thrombopénie avec un taux de plaquettes défini à moins de 100 000, une cytolyse hépatique définie par un taux d'azate et d'alate supérieur à 70 unités par litre, donc supérieur à 2 N, et une hémolyse avec un taux de LDH supérieur à 600 et une aptoglune, donc effondrée. Cependant, cette triade biologique, elle est inconstante et donc c'est devant un tableau, on dit un peu de HELP atypique incomplet, où on peut se poser des questions si c'est vraiment un HELP ou s'il faut penser au diagnostic différentiel. Dans 30% des cas, on a une insuffisance rénale aiguë associée. Donc la physiopathologie du HELP, elle est peu claire, mais beaucoup pensent qu'elle se rapproche de celle de la prééclampsie, avec donc comme lésion primitive un défaut d'invasion trophoblastique qui donc engendre une ischémie placentaire avec une libération, avec une induction d'un stress oxydatif qui induit une libération dans la circulation maternelle de radicaux libres et de SFLT1. Tout ça va engendrer des lésions au niveau de l'endothélium, et donc ces lésions endothéliales vont aboutir à une libération accrue de facteur d'activation plaquettaire qui va induire une agrégation des plaquettes et donc une thrombopénie. Il y aura aussi une libération accrue de thromboxane A2 et une diminution de la libération de prostacykline. Tout ça va induire une vasoconstriction artérielle qui donc sera à l'origine de l'hypertension artérielle et aussi qui aboutira à l'agrégation plaquettaire en plus de la libération de greffe. Et donc au total, on aura un tableau de microangiopathie. Et dans les critères biologiques, il y a l'hémolyse qui est due à la fragmentation des globules rouges contre les plaquettes et les amas de fibrine. Et donc l'atteinte hépatique, elle est due à une nécrose au niveau du foie, due en fait au dépôt de fibrine, qui vont donc engendrer une obstruction au niveau des capillaires sinusoïdes. Et donc ça va engendrer cette nécrose et cette ischémie hépatique qui aboutira à ce tableau de cytolyse hépatique. Des études récentes ont montré que la physiopathie du HELP elle pouvait se rapprocher de celle des microangiopathies traumatiques non placentaires telles que le PTT et le CHU, avec notamment un rôle important du complément et donc une activation très importante de la voie alterne du complément. Et donc ça a été montré dans une étude qui montrait que des variants génétiques impliqués dans le CHU avec une activation excessive de la voie alterne du complément, ils étaient retrouvés aussi chez les patientes qui avaient un HELP syndrome. Et aussi une étude qui montrait que les patientes qui étaient atteintes d'un HELP précoce, lorsqu'elles bénéficiaient d'un anticorps monoclonal de l'éculizumab qui donc inhibe la voie terminale du complément, ça permettait de prolonger la grossesse et donc ça permettait de gagner du temps sur votre diagnostic fétal notamment. Donc le HELP syndrome, il faut toujours y penser parce que c'est associé à une morbimortalité qui est très élevée, avec une mortalité maternelle qui est entre 1 et 5% sur les études et surtout une mortalité fétale et une morbidité importante qui peut atteindre par mortalité fétale 30%. Donc la complication la plus spécifique et à laquelle il faut toujours penser, c'est l'hématome sous-capsulaire du foie, qui survient dans 1% des cas et qui peut lui-même se compliquer d'une rupture hépatique. Et donc cette rupture hépatique, elle a un très haut taux de mortalité qui est entre 50 et 70% et elle nécessite une prise en charge chirurgicale en urgence pour faire une hémostase très rapide et parfois même il faut faire une embolisation des artères hépatiques. Les autres complications plus fréquentes, c'est notamment la coagulation intravasculaire disséminée qui survient dans 20% des cas. Et il y a aussi des tableaux d'insuffisance rénale, comme j'en avais parlé, et les tableaux de APP, ainsi que des complications neurologiques. Au niveau des complications fétales, elles sont donc dues à la prématurité qui est induite par le traitement du HELP, qui est donc la délivrance. Et donc il y a les complications de la prématurité comme la maladie des membranes hyalines, l'asphyxie périnatale et aussi les hémorragies polyventriculaires secondaires à l'hématome rétroplacentaire. Donc, le HELP atypique, il faut toujours y penser parce que le tableau en fait, de HELP est souvent incomplet avec des formes qui peuvent être frustres. Donc, notamment des patients qui peuvent avoir une thrombopénie modérée, donc de 100 à 150 000, des patients qui peuvent avoir une cytolyse hépatique mineure et des tableaux de HELP précoce qui surviennent avant le troisième trimestre. Et donc, ces tableaux atypiques amènent souvent un retard de diagnostic de 8 à 10 jours. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Là, je vais vous montrer un case report où c'est une dame en fait, qui se présentait avec un tableau qui n'était pas pensé à un HELP initialement. Donc, c'était une dame qui se présentait aux urgences pour des douleurs épigastriques associées à une douleur thoracique et un essoufflement. Au niveau des diagnostics, il n'y avait pas d'anomalies, notamment en fait, des négatives. Et sur la biologie, il y avait aucune anomalie en dehors d'une cytolyse hépatique qui était mineure, inférieure à 100 unités par litre. Initialement, ils pensaient à l'EP, qu'ils avaient confirmé via un angioscanner, et elle était rentrée chez elle.
Puis une semaine après, elle avait consulté aux urgences devant des douleurs épigastriques qui se majoraient. Ils avaient donc réalisé une nouvelle biologie qui montrait cette fois une thrombopénie importante à 40 000 versus des plaquettes qui étaient à 200 000 une semaine avant, et une cytolyse hépatique qui s'était franchement majorée. Ils avaient donc diagnostiqué l'hématome sous-capsulaire du foie via l'échographie, puis confirmé au scanner. Et devant une dame qui se dégradait sur le plan hémodynamique, elle avait eu une césarienne en urgence. Et donc, ils avaient diagnostiqué le HELP syndrome après toute cette histoire. Donc, à quoi il faut penser devant un tableau de HELP incomplet? Il faut penser aux diagnostics différentiels, donc notamment les microangiopathies traumatiques telles que le PTT, où là c'est plutôt le tableau neurologique qui est au premier plan. C'est plutôt une pathologie du deuxième ou troisième trimestre et le bilan hépatique est souvent normal. Il faut penser aussi au CHU, où là c'est le tableau rénal qui prédomine avec une insuffisance rénale qui est très importante et souvent une insuffisance rénale qui devient chronique avec nécessité d'une dialyse à long terme. C'est une pathologie plutôt du postpartum, le syndrome hémolytique urémique, qui survient souvent entre 48 heures et 7 jours après l'accouchement. Et là aussi, la fonction hépatique est préservée. Et dans les tableaux digestifs qui se rapprochent un peu du HELP, il faut penser au CHAG, où là, on a des troubles digestifs qui sont au premier plan, et on a surtout au niveau de la biologie une insuffisance hépatocellulaire très importante avec donc, la thrombopénie, l'hypoglycémie et une CVD qui est souvent associée. Et enfin, les déficits en vitamines, notamment en B9, B12. Donc là, le tableau neurologique, il est souvent peu spécifique, mais quand on a un déficit en B12, on a souvent des neuropathies périphériques, mais on peut avoir des troubles cognitifs. Et donc, c'est une pathologie qui peut survenir plutôt en fin de grossesse ou en postpartum, avec là aussi une fonction hépatique qui est préservée. Donc, devant une patiente qui, en postpartum, a une aggravation d'une microangiopathie thrombotique, il faut toujours penser au CHU atypique. Et ça, c'est une étude qui donc s'intéressait à comment différencier le CHU atypique du HELP syndrome en postpartum. Et vous la regardez, du coup, quels étaient les critères biologiques qui permettent de différencier ces deux pathologies. Et donc, vous avez trouvé que c'était le pic de créatinémie, et donc une créate supérieure à 1,9 mg par litre, et associé à un taux de LDH très élevé, donc supérieur à 600, qui permettait de s'orienter plutôt vers un CHU atypique en postpartum. Et on voit aussi qu'au niveau de la NFS, l'hémoglobine ainsi que les taux de plaquettes sont plus bas dans le CHU atypique versus le HELP syndrome. Donc, devant ce tableau clinique associé à cette biologie, donc je vais vous la montrer de la biologie initiale, quelle aurait été votre prise en charge si le terme avait été plus précoce, donc inférieur à 34 semaines? Est-ce que vous auriez fait un arrêt de la grossesse en urgence ou plutôt un traitement conservateur avec surveillance rapprochée et poursuite des explorations étiologiques? Je vous remonte le tableau biologique initial. Vous auriez été à 37 semaines, mais là, c'est le contexte où elle est avant 34 semaines. Surveillance rapprochée. Ouais. Qui aurait arrêté la grossesse? Qui aurait fait la stratégie de surveillance? Du coup, les deux en fait se discutaient en fait parce qu'on ne savait pas trop sur quoi on partait. Donc, si on pensait plutôt au HELP atypique, donc c'était plutôt l'arrêt de la grossesse. Et si on pensait à d'autres étiologies, notamment diagnostic différentiel, c'était attitude plutôt attentiste et poursuivre les explorations. Donc, l'évolution de la patiente, c'est donc un accouchement, donc le jour même le maintien de la voie basse, avec au niveau biologique, donc une anémie qui persiste. Par contre, un taux de plaquettes et des leucocytes qui remontent rapidement, l'absence de développement d'une insuffisance rénale aiguë, une cytolyse hépatique qui se normalise et une hémolyse qui diminue légèrement, mais qui reste présente quand même à J7 postpartum. Donc, face à cette évolution, quel diagnostic retenez-vous? HELP. HELP? Et du coup, tout le monde fait une prise en charge attentiste alors que tout le monde pense que c'est un HELP. D'accord. Donc toi, t'aurais arrêté la grossesse. Enfin, pour moi, si on pense que c'est un HELP, il faut arrêter la grossesse. Parce que les complications sont trop... On prend le Il y a risque pas- trop on fait important. pas d'attitude attentiste sur des HELP, comme elle l'a dit Juliette. La mortalité est trop importante. On est plus poussé vers la grossesse.
en avril, dans postpartum, tout un bilan étiologique qui retrouvait donc un déficit en folate et copolamine en B9 et B12. Ils avaient recherché aussi donc, si le complément était normal pour éliminer le PTT, donc C4, C3, CH50 étaient normaux. Et devant donc, ce déficit en B12, ils ont pensé à la maladie de Birmer. Donc ils ont recherché les anticorps anticellulaires qui étaient négatifs. Ils n'ont pas fait de recherche d'anticorps antifacteurs intrinsèques. Et l'anapède du placenta, on ne retrouvait pas d'anomalie, notamment pas d'hématome, pas de lésions de malperfusion et pas de lésions inflammatoires. Donc, au final, c'était un déficit en vitamine en B9, B12 avec un tableau de bistopénie et d'hémolyse intramodulaire. La prise en charge a été d'introduire une supplémentation en B9, B12 avec des plaquettes qui sont montées dès J2 à 150 000 post-supplémentation, mais une anémie qui met plus de temps à remonter et une hémolyse aussi qui met plus de temps à se normaliser. Et donc, on va faire une FOGD en résistance pour éliminer la maladie de Birmer, sachant que l'absence d'anticorps anticellulaires ne permet pas d'éliminer cette maladie. Pendant la grossesse, ce déficit en B12, c'est quelque chose qui est assez fréquent, qui survient dans 30 à 40% des cas. C'est plutôt en fin de grossesse, dû notamment à une augmentation du métabolisme de la mère, à une diminution des apports maternels et à une augmentation du transport placentaire de B12 vers le fœtus. Donc, les facteurs de risque en dehors de la grossesse, c'est l'obésité, c'est les patients qui n'ont pas assez d'apport, donc les patients végétaliennes, les post-op de chair bariatrique, on a une diminution de l'absorption de la B12. L'inflammation des tubes digestifs et la maladie autoimmune telle que la maladie de Birmer, où on a le fait qu'il n'y ait plus de cellule pariétale fait qu'on n'a plus de facteur intrinsèque, et c'est le facteur intrinsèque qui permet d'absorber la vitamine B12 au niveau des liens terminaux. Les conséquences décrites dans la littérature, c'est au niveau maternel, il y a un peu plus de prééclampsie et une augmentation du travail prématuré. Et c'est surtout au niveau fœtal, on a des retards de croissance, des anomalies du développement neurologique et des anomalies néonatales. Est-ce qu'il y a un intérêt à supplémenter de façon systématique la B12 pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a un intérêt à la doser systématiquement? On ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'essai randomisé qui étudie ces deux questions-là. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, les déficits en vitamine B12, ça fait souvent des tableaux de pseudo-HELP avec, là, un case report, c'était 25 cas avec des tableaux biologiques compatibles avec un HELP. Donc, il y avait la triade biologique que je vous ai citée précédemment. Et donc, sur ces 25 cas, on avait 7 cas de déficit en B12, plus ou moins associés à un déficit en B9. Et on voit que les signes cliniques, pour la moitié des cas, donc c'est un peu les signes qui nous font penser à un pseudo-HELP. Donc, l'hypertension artérielle, la protéinurie, la douleur typique épigastrique, et les céphalées avec le tableau d'Anasa. Ce qui est important à noter, c'est que dans ces cas-là, donc, la biologie était moins évocatrice de HELP, avec une cytolyse hépatique qui était modérée, et surtout au niveau du frottis, l'absence de schizocytes et des PNN hypersegmentés associés à une polykylocytose. Et ça, c'est très en faveur d'un déficit en B12. Donc, les messages à retenir, c'est donc de ne pas conclure trop rapidement au L syndrome, car ça a un gros impact sur le pronostic, notamment fœtal, d'arrêter la grossesse à un terme très précoce. Devant quoi il faut penser au diagnostic différentiel. Donc, le gros drapeau rouge, c'est donc la pancytopénie, c'est l'association d'une cytose hépatique mineure avec une insuffisance rénale aiguë. C'est un terme très précoce, donc avant le 3e trimestre, et c'est un aspect du frottis sanguin anormal, donc par exemple les PNN hypersegmentés et l'absence de schizocytes. Et enfin, devant un tableau de HELP atypique, il faut toujours penser donc, au diagnostic différentiel des plus graves, tels que le VT et le CHU. Mais il ne faut pas oublier de penser aussi dans le déficit en vitamines comme B12, parce que c'est un traitement facile, ça permet d'améliorer de façon significative le pronostic maternel et fœtal. Il faut toujours y penser et doser la B9 et la B12